Situé entre Grenoble et Échirolles, le centre commercial Grand Place s'agrandit. Après presque 2 ans de travaux, l'extension de 16 000 m² a été inaugurée ce jeudi matin. Une trentaine de magasins et une quinzaine de restaurants supplémentaires. Très attendu ce matin, vous le voyez, l'enseigne irlandaise Primark. Grenoble veut que le maximum de ses habitants avant 7 ans et même après 77 ans apprennent à faire du vélo. Pour créer une culture vélo et former près de 400 personnes par an, elle lance une école du vélo. Objectif, devenir l'Amsterdam française, mais juste pour le vélo bien sûr. Et puis, ni sous le matelas, ni sur un livret, comment fonctionne l'évasion fiscale? Combien cela coûte-t-il à l'État? Quelle piste pour tenter de l'enrayer? La députée de Moselle Charlotte Leduc est l'auteur d'un rapport sur le sujet. Invitée pour une conférence ce jeudi par Attaquer Grenoble, elle est aussi l'invitée du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 23 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Gros succès pour l'extension de Grand Place. Ce matin, une foule impressionnante s'est émassée devant les portes du centre commercial pour l'ouverture de nouveaux magasins. À quelques heures du coup d'envoi du Black Friday, ils étaient nombreux à vouloir profiter de bonnes affaires, ou pas, ou simplement curieux de découvrir les nouveaux espaces. Lina Badreddine. 14 nouvelles boutiques, des enseignes déjà bien implantées en France et surtout un nouveau coin de restauration avec 16 nouvelles marques. C'est ce que sont venus découvrir les clients qui s'attroupent dans la file d'attente pour l'inauguration de l'extension de 19 000 m² du centre commercial Grand Place. J'ai une copine qui voulait venir et du coup je suis venue. J'ai rien à faire ce matin mais j'aime pas attendre, alors dans 2 minutes je m'en vais. Je voulais découvrir qu'est-ce qu'ils ont fait comme magasin, comment la galerie a été transformée, voilà, le décor et tout ça. Ça fait des années qu'on attend, parce qu'avant, vous voyez, on pouvait aller des grandes places à Carrefour et donc après c'était tout coupé. Et maintenant, j'avais apprécié que je pourrais aller des grandes places à Carrefour et de Carrefour à Grande Place. On est assez confiant par rapport à ce lieu de vie. On a aussi surtout tous les extérieurs de Grand Place qui ont été aussi retravaillés. Donc on n'a qu'à constater l'engouement rencontré aujourd'hui par nos clients. Voilà, on s'attend effectivement à un succès sur le site. Ouais, on est venu tous, j'ai posé mon grand à l'école et on est venu on voulait être les premiers. Et pourquoi vous vouliez être les premiers? Parce qu'ils ont dit, c'est bien d'être les premiers aussi parce qu'ils offraient des cadeaux, des trucs comme ça. Et on voulait vraiment être les premiers à voir ce qu'il y avait dans le Primark avant que tout le monde y débarque. Primark, le magasin avec sa propre file d'attente qui séduit par son offre de vêtements et accessoires à bas prix. Ce sont près de 2000 clients qui se sont précipités pour l'ouverture de la boutique. C'est toujours pour nous magique une ouverture de magasin et là, Échirolles réellement est encore plus que ce que nous attendions quand on voit l'engouement et le nombre de personnes qui étaient devant nos portes en attendant qu'on ouvre. L'extension de Grand Place a permis la création de plus de 500 emplois. Une quinzaine d'enseignes avaient déjà ouvert pour l'inauguration. Les autres ouvriront avant début 2024. Et un peu plus loin, un autre centre commercial se prépare, celui de Nerpic à Saint-Martin-d'Air. On a appris cette semaine que l'ouverture était prévue pour avril prochain. Le marché de Noël de Grenoble aussi a ouvert ses portes aujourd'hui. Il se prolongera jusqu'au 24 décembre. Plusieurs espaces, plusieurs ambiances, gastronomie, déco, jouets, économie sociale et solidaire et restauration. Plus de local cette année, des animations et des concerts, du gospel par exemple, vendredi soir. Et toujours le Père Noël les mercredis, samedis et dimanches. Et Noël, c'est aussi pour les personnes en situation de précarité. Pour ne pas les oublier, la Banque alimentaire de l'Isère organise à partir de vendredi et pour 3 jours sa traditionnelle collecte annuelle dans 135 magasins du département. Les 3500 bénévoles et leurs gilets orange vous attendent pour recueillir pâtes, conserves, chocolat et autres produits d'alimentation, mais aussi d'hygiène et bébés. L'an dernier, 170 tonnes de denrées avaient été récoltées, permettant de fournir 400 000 repas. Ils vendent aussi des meubles et accessoires pour les repas, mais le magasin Habitat, situé avenue Agut-Samba à Grenoble, pourrait bien fermer prochainement, comme 7 autres magasins de l'enseigne en France. Une annonce des représentants syndicaux selon qui certains fournisseurs ne seraient plus payés et les commandes ne parviendraient plus aux clients. À Grenoble, il ne reste plus que 7 salariés et la surface de vente a déjà été considérablement diminuée.
Je fais du vélo, vous faites du vélo, il ou elle font du vélo. Grenoble vient d'inaugurer la première école du vélo en France. En quelques années, la capitale des Alpes est devenue l'une des capitales du vélo française et les chrono-vélos sont pleines chaque matin et soir de cyclistes qui effectuent désormais le trajet domicile-travail en 2 roues. Mais la municipalité veut aller plus loin et mettre tout le monde en selle. Camille Avon. S'arrêter à un stop, indiquer sa direction ou encore apprendre à entretenir son vélo, c'est l'objectif de l'école du vélo. Ici, à l'anneau de vitesse du parc Paul Mistral à Grenoble, les enfants enfilent leur chasuble bleu-jaune et testent les différents parcours d'apprentissage. Un coup de pédale en plus pour la capitale française du vélo. C'était une de nos décisions sur le bouclier social et climatique que nous avons mis en place grâce aux impôts supplémentaires qui sont levés et demandés. C'est une contribution importante, mais c'est une des manifestations là, une traduction de ce bouclier social et climatique. Parce que, évidemment, nous sommes maintenant reconnus comme la capitale française du vélo depuis 3 ans, mais nous regardons là où nous pourrions être. Et donc nous regardons des villes comme Amsterdam ou Copenhague. En 10 ans, la pratique du vélo a doublé à Grenoble. L'objectif est de former 100% des écoliers grenoblois pour qu'ils soient capables de rouler en autonomie sur les routes avant leurs 12 ans. Mais l'école du vélo n'est pas uniquement réservée aux enfants. Elle s'adresse aussi aux adultes qui voudraient se remettre en selle ou alors à ceux qui veulent apprendre à en faire. Alors nous avons constaté que une forte demande, notamment des personnes, des femmes issues de quartier qui voudraient apprendre à faire du vélo pour pouvoir partir avec leurs enfants dans différents lieux et pouvoir faire des sorties avec eux. Pour promouvoir cette pratique, Nathalie Baillon, professionnelle dans la course de vélo longue distance, et Aurélien Fontenoy, champion du monde de trial, un sport de franchissement d'obstacles, de toutes sortes d'obstacles, sont les ambassadeurs de l'école, un rôle qui leur tient à cœur. J'étais très honorée d'être choisie pour ce rôle et ça me fait très plaisir. Moi, j'ai vraiment envie de promouvoir le vélo et la pratique pour tout le monde. Installée sous les gradins de l'anneau de vitesse, l'école du vélo a pour ambition de devenir un lieu de référence pour s'informer sur cette pratique, mais également un lieu de rencontre entre associations et amateurs. Le coût du fonctionnement de cette école devrait s'élever à près de 300 000 € par an. Et pour toutes les démarches, si vous voulez vous inscrire par exemple à l'école du vélo, direction le site internet de la ville, grenoble.fr. Partager l'espace, c'est parfois compliqué. La métropole apaisée n'échappe pas aux incivilités, voire pire. La police lance un appel à témoins pour comprendre ce qui s'est passé mardi vers 18h entre la rue des Glairons et l'avenue du doyen Louis Veil à Saint-Martin-d'Air. Une jeune femme de 22 ans a été violemment percutée par une voiture transportée au CHU. Son pronostic vital est toujours engagé. Le conducteur de la Clio bleu foncé, un homme de 18 ans, roulait à 40 km/h lorsqu'il a percuté la victime. Il a été placé en garde à vue. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter l'hôtel de police au 04 76 60 40 40. Et pour s'orienter dans la jungle des métiers et filières, il y a la nuit de l'orientation. Après avoir échangé avec plus de 400 professionnels, découvert 250 métiers et 25 filières, participé à des tests d'intérêt, discuté avec des psychologues de l'éducation nationale, les collégiens, lycéens et étudiants repartiront peut-être avec une vocation. La CCI de Grenoble l'espère. Elle a vu grand cette année et bascule la nuit sur le campus. Ce sera dans le bâtiment Pierre Mendès France vendredi soir. Attention, l'inscription est obligatoire sur le site internet de l'événement, y compris pour les parents. Mon invité va maintenant nous aider à nous orienter dans le monde de l'évasion fiscale. Bonsoir Charlotte Leduc. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise, élue en Moselle. Vous êtes l'auteur d'un rapport parlementaire sur la lutte contre l'évasion fiscale qui a été publié en début de semaine. Et vous êtes invité par Attaque 38 à venir en parler ce jeudi à 19h à la Maison des Associations. Vous faites donc un crochet sur ce plateau. Je vous en remercie. On va essayer de reprendre un petit peu les choses avant d'entrer dans le rapport. C'est quoi l'évasion fiscale ? Alors l'évasion fiscale, c'est une très bonne question parce qu'on a un véritable problème de définition du phénomène de l'évasion fiscale. Il y a la fraude fiscale qui est la fraude caractérisée, tout ce qui relève, tout ce qui est illégal pour échapper à l'impôt. Et puis l'évasion fiscale, ça englobe aussi ce qui relève de l'optimisation fiscale, ce qu'on appelle parfois l'optimisation fiscale agressive, c'est-à-dire utiliser des moyens légaux ou parfois à la frontière de la légalité. Justement, c'est une question de comment on définit ça, pour échapper à l'impôt ou pour réduire très nettement son impôt. Ça concerne qui ? Ni vous, ni moi, a priori ?
Voilà, je pense que si vous voulez faire de l'évasion fiscale, voilà, vous aurez probablement peut-être un petit peu d'optimisation en utilisant une ou deux niches, mais ça n'ira pas plus loin. Non, l'évasion fiscale, c'est un sport pratiqué par les très riches, évidemment, et les grandes multinationales, puisque les plus gros moyens qui sont utilisés pour l'évasion fiscale, c'est notamment l'utilisation de holding ou de sociétés écrans. Et ni vous ni moi n'avons les moyens de posséder, d'utiliser ces outils, en tout cas. Voilà, donc j'ai lancé quelques images de la très grande évasion fiscale. Voilà un documentaire qui pose bien un petit peu les choses et voilà. Ça concerne donc quel genre d'impôts? Est-ce que ça peut concerner les impôts locaux? C'est plutôt les impôts sur le revenu, Non, les impôts sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, notamment pour les multinationales, et puis notamment le fait d'avoir notamment des dividendes qui ne sont pas taxés pour les grandes fortunes. On n'est plus sur ce type d'impôt. Et on estime que l'évasion fiscale représente environ 80 à 120 milliards d'euros de manque à gagner pour la France. Pour la France. C'est un chiffrage qui a été proposé par le syndicat Solidaires Finances Publiques en 2018. Le chiffrage était alors de 80 milliards. C'est le chiffrage le plus sérieux qu'on a pour l'instant. C'est une estimation qui a été revue à la hausse et on est plutôt autour de 100-120 milliards de manque à gagner par an. Ça paraît énorme. C'est absolument colossal. C'est l'équivalent du budget de plusieurs ministères. Donc c'est vraiment... ce n'est pas un petit sujet, c'est un énorme sujet parce que le manque de toutes ces recettes qui devraient alimenter le budget de l'État justifie quelque part toutes les politiques d'austérité qu'on subit et toutes les coupes drastiques dans les dépenses publiques alors qu'on pourrait mettre les moyens pour aller chercher cet argent. C'est ce que vous dites dans ce rapport parce que ce que vous soulignez aussi, c'est que le gouvernement a annoncé des mesures, mais force est de constater que ça ne va pas assez loin ou ça ne fonctionne pas. C'est ça. Mon rapport, c'est vraiment un rapport sur les moyens mis par l'État pour lutter contre l'évasion fiscale. C'est un rapport qui est rendu chaque année dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Ce rapport, il montre très clairement que les moyens sont très, très en dessous des enjeux. Quelques exemples peut-être? Quelques exemples, les moyens dans le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, c'est l'administration qui a le plus souffert de baisse d'effectifs au cours des 10-20 dernières années. On a perdu plus de 4000 postes depuis 2010, 1600 postes sous le précédent quinquennat. Et le contrôle fiscal, c'est le nerf de la guerre. Ce sont les vérificateurs, les contrôleurs qui vont détecter les fraudes et qui vont mettre en lumière l'évasion fiscale et permettre de recouvrer ces sommes. Donc il y a un vrai problème de moyens, c'est des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers dans absolument tous les domaines du contrôle fiscal, à la DGFiP, aux douanes, dans tous les services d'enquête et les services de justice. Qu'est-ce que vous proposez peut-être? Alors moi, donc en tout cas, par rapport à ces questions de moyens, moi évidemment je prône une embauche massive dans ces secteurs-là pour revenir au niveau d'il y a une vingtaine d'années à peu près, sachant que embaucher dans ces secteurs-là, c'est extrêmement rentable. Donc, il n'y a pas l'argument économique ne tient pas. Oui, si c'est pour récupérer 90 milliards d'euros, un contrôleur fiscal est un fonctionnaire extrêmement rentable puisqu'on est souvent amené à parler dans ces termes-là. Il y a aussi un problème, c'est que notre législation, elle est adaptée à un fonctionnement du XXe siècle. Au XXIe siècle, on a une économie qui est ultra mondialisée. On doit avoir un droit qui doit être adapté à ça. Et le fait que les multinationales puissent avoir des filiales absolument partout dans le monde et notamment dans les paradis fiscaux font que notre droit doit pouvoir s'adapter à ça. On doit pouvoir légiférer sur l'usage des prix de transfert. On doit pouvoir interdire l'utilisation de holding ou de sociétés écrans. Et la France pourrait être un moteur au niveau européen sur ces questions-là. Elle ne l'est clairement pas. Elle freine même sur certaines choses, comme sur l'impôt mondial, où la France a milité pour un taux à 15%, alors que même les États-Unis étaient prêts à aller jusqu'à 21%. Et voilà, moi, je recommande une évolution massive dans les moyens et puis une évolution du droit. Il y a beaucoup de rapports, beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions et les solutions sont sur la table depuis longtemps et il faut une volonté politique forte pour les mettre en œuvre. Est-ce que Bruno Le Maire vous a passé un petit coup de fil, le ministre de l'économie? Vous avez eu des nouvelles depuis la diffusion de ce rapport? Moi, je traite plus pour le coup avec Thomas Cazenave, qui est le ministre des Comptes publics. J'avais pour le coup échangé beaucoup avec Gabriel Attal puisqu'il avait fait une concertation publique sur la question de la fraude et il avait sorti un grand plan fraude juste avant l'été, avant de quitter le ministère, repris par l'actuel ministre. Le plan fraude du gouvernement est clairement pas du tout à la hauteur. Il y a des petites avancées. On
on va dire, des avancées dans le cadre actuel, mais il n'y a rien qui fait évoluer le cadre. Et puis sur les moyens, en 2024, on perd encore 200 postes dans le contrôle fiscal. Donc clairement, le message n'est pas passé, mais je vais le rabâcher jusqu'à ce qu'on puisse avancer sur ces questions. Merci beaucoup Charlotte Leduc. On peut le retrouver, votre rapport peut-être? Oui, il est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a celui de l'année dernière aussi. Comme c'est un rapport qui est annuel, je le fais un peu évoluer pour avoir des focus sur des sujets en particulier. Et puis, je vous engage à voir le film La très grande évasion, qui est très pédagogique sur le sujet. Et puis à faire en sorte qu'on puisse enfin avancer sur cette question. Merci beaucoup Charlotte Leduc. On change de sujet avec du sport et les principaux rendez-vous du week-end. Le GF 38 est de retour au Stade des Alpes. Les Grenoblois, 4e de Ligue 2, reçoivent Rodez, 8e. Ce sera samedi à 19h. Les Brûleurs de Loup reviennent dimanche à Pôle Sud après la déception en Coupe continentale. Les hockeyeurs grenoblois reçoivent la Lanterne Rouge Anglette à 15h15. Allez-y avec votre stock de peluches qui seront lancés sur la glace après le premier but grenoblois et redistribués pour Noël par le Secours populaire. Les basketteuses du PVBC reçoivent Chartres. Coup d'envoi à 20h au gymnase Henri Chotard de Voiron. Et le traditionnel rendez-vous des meilleurs épéistes de demain se tient à la Halle Clémenceau samedi et dimanche. Le Challenge mondial U17 accueille 418 concurrents venus du monde entier, de Singapour au Liban. L'entrée est libre et gratuite. Et puis une autre idée de sortie plus culturelle, une opérette à Ravensbrück à l'espace Aragon à Villars-Bonneau vendredi. C'est l'humanité et la fraternité entretenues malgré l'horreur dans les camps. La compagnie Nosferatu s'appuie sur le texte de Germaine Tillon, résistante et déportée. Résister en écrivant, chanter à la barbe des geôliers nazis pour défendre sa dignité. C'est le moyen qu'elle avait trouvé pour survivre au camp de Ravensbrück en 1944. Voilà, retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenable.net. Excellente soirée à tous.